À la une de l'actualité, au Soudan, les responsables de la contestation qui réclament l'instauration d'un pouvoir civil ont suspendu les discussions avec les militaires. Une Britannique figure parmi les 2 personnes tuées par balle par des hommes armés qui ont pris d'assaut un centre de vacances au Nigeria. Et puis, au lendemain des attentats du dimanche de Pâques, le Sri Lanka a décrété ce lundi l'entrée en vigueur de l'état d'urgence à partir de minuit, 18h GMT, au nom de la sécurité publique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Au Soudan, les responsables de la contestation ont annoncé ce dimanche la suspension des discussions avec les militaires. Ils ont également appelé à intensifier les manifestations réclamant un pouvoir civil. Les responsables de la contestation qui réclament l'instauration d'un pouvoir civil au Soudan ont suspendu leurs discussions avec les militaires. S'adressant à des milliers de sympathisants rassemblés devant le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale, ils ont exhorté les manifestants à poursuivre le sit-in pacifique. Ils leur ont demandé d'intensifier les protestations jusqu'à ce que les militaires remettent le pouvoir à un gouvernement civil. Selon un porte-parole du mouvement de protestation, le Conseil militaire de transition n'est rien d'autre que le prolongement du régime d'Omar el-Béchir. Mohamed Al-Amin déclare qu'un gouvernement civil sera constitué dans les prochains jours. Cette annonce des responsables de la contestation intervient alors que quelques heures plus tôt, le général Burhan, à la tête du conseil militaire, avait déclaré accepter le principe d'un transfert du pouvoir au peuple. Un casque bleu égyptien a été tué et 4 membres de son unité blessés ce samedi par l'explosion d'une mine au passage de leur convoi. L'incident s'est produit dans le centre du Mali. Les Nations Unies ont annoncé la mort d'un casque bleu égyptien tué par l'explosion d'une mine au passage de son convoi dans le centre malien. Outre ce cas de décès, l'ONU a également confirmé que 4 autres membres de l'unité ont été blessés toujours lors de cet incident. L'attaque s'est déroulée sur l'axe Douentza-Boni, proche de la frontière avec le Burkina Faso. Elle est intervenue au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses consultations pour désigner un nouveau Premier ministre 2 jours après la démission du gouvernement de Soumeïlou Boubèye Maïga. Le Premier ministre a en effet jeté l'éponge moins de mois après la tuerie de quelques 160 civils Peuls dans le centre du pays et une série de manifestations contre la gestion de l'État. Selon le dernier rapport trimestriel établi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur le Mali, la fréquence des attaques liées à ces engins a plus que triplé dans la région, passant de 29 en 2017 à 97 en 2018 et le Nord a continué d'en subir. Le Nord malien était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes en ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale qui se poursuit. Mais des zones entières du Mali échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU régulièrement visées par des attaques, et ce malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes, dont l'application accumule les retards. J'en parlais en titre, une Britannique figure parmi les 2 personnes tuées par balle par des hommes armés qui ont pris d'assaut un centre de vacances au Nigeria. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la police nigériane. La police nigériane a annoncé ce dimanche que 2 personnes, dont une Britannique travaillant dans l'humanitaire, ont été tuées par des hommes armés dans un hôtel du nord du Nigeria. Ces derniers ont également enlevé 4 touristes. Le porte-parole de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo, a indiqué à la presse que les assaillants ont attaqué ce vendredi soir le Kajuro Castle Resort, situé dans une zone montagneuse à 60 km au sud-est de la ville de Kaduna. Il précise que la Britannique a été abattue depuis une colline par les ravisseurs qui ont essayé d'entrer dans le château mais ont échoué. Le Haut Commissariat britannique a confirmé le décès de la femme que ses employeurs ont identifiée sous le nom de Fée Mouné. Elle a été employée au Nigeria en tant que spécialiste de la communication pour l'organisation non gouvernementale Mercy Corps.
La police nigériane a déclaré qu'il n'y avait pas eu de revendication après le meurtre et que les ravisseurs n'avaient pas encore été identifiés. Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria où des étrangers et des Nigérians de haut rang sont fréquemment pris pour cible. En Libye, des combattants loyaux au gouvernement d'union nationale affrontent des troupes de l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar dans une banlieue au sud de la capitale Tripoli. Les combats ont redoublé d'intensité samedi après l'annonce par les forces loyales au gouvernement d'union nationale d'une phase d'attaque. Les combats ont redoublé d'intensité samedi aux portes de Tripoli après l'annonce par les forces loyales au gouvernement d'union nationale d'une phase d'attaque contre les troupes du maréchal Khalifa Haftar. Les positions étaient figées dans la banlieue sud de Tripoli depuis plusieurs jours. Mais après avoir contenu la progression des forces pro-Haftar, les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont lancé une phase d'attaque. Cette contre-attaque intervient au lendemain de l'annonce par la Maison-Blanche d'un entretien téléphonique lundi entre le président Donald Trump et Khalifa Haftar sur une vision commune pour la transition de la Libye vers un système politique, démocratique et stable. Les deux hommes ont notamment discuté de la nécessité de parvenir à la paix et à la stabilité en Libye, selon la Maison-Blanche qui indique que le président américain a reconnu le rôle significatif du maréchal Haftar dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources pétrolières du pays. De très violents combats ont été signalés sur plusieurs fronts. Se félicitant de l'avancée de ces troupes, Fayez al-Sarraj les a appelés dans un communiqué à respecter le droit humanitaire international. De son côté, le camp Haftar, qui n'a pas reconnu la perte de certaines positions dans la banlieue sud de Tripoli, a affirmé prendre le contrôle de plusieurs nouvelles positions sur les fronts des combats à Tripoli. Allons à présent au Rwanda où des secours ont retiré 15 corps de victimes du naufrage d'une pirogue sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, survenu dans la nuit de lundi à mardi dernier. Les corps ont été retrouvés ce samedi sur les rives du lac, côté rwandais à Gisenyi, localité frontalière de la ville congolaise de Goma. Les secours du Rwanda ont retrouvé samedi 15 corps de victimes du naufrage d'une pirogue survenue sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo dans la nuit de lundi à mardi. Les corps ont été retrouvés sur les rives du lac, côté rwandais, selon les responsables, sur la plage municipale de Gisenyi, localité frontalière de la ville congolaise de Goma. Des sacs de plastique blanc contenant les corps ont été chargés à bord d'un camion par des agents de la Croix-Rouge sur cette plage, habituellement lieu de détente pour les Rwandais et les Congolais. Les 15 corps ont été rapatriés à Goma, où ils ont été enterrés dans un cimetière de la ville. D'autres corps ont été repêchés du côté congolais, selon un responsable local du sud Kivu, qui a cité 14 corps. D'après le président congolais Félix Tshisekedi, ce naufrage dans la province du Sud Kivu a endeuillé 142 familles. Le bilan exact est cependant incertain car la liste officielle des passagers n'est pas fiable et aux mains des clandestins. La liste des passagers ne faisait état que de 49 adultes et 7 enfants à bord. En Centrafrique, les autorités ont procédé au lancement d'une nouvelle technologie agricole. Laquelle technologie a été mise au point par les techniciens de la firme chinoise Junkao. On retrouve Hubert-Marie Djamani, notre correspondant en Centrafrique, pour plus de précision. Faire pousser des champignons en une semaine sur la base des herbes qui peuvent aussi constituer des aliments pour l'élevage, c'est le nouveau procédé que les autorités centrafricaines veulent vulgariser dans le pays. Je reste convaincu que les efforts que nous déploierons ensemble dans le cadre du transfert de la technologie Junkao permettront de faire des progrès significatifs vers l'atteinte des objectifs de développement durable en République centrafricaine. Cette nouvelle technologie agricole a été mise au point par les techniciens de la firme chinoise Junkao. Avec ce procédé innovant, on investit peu et on récolte beaucoup avec des effets rapides.
Aujourd'hui, sous votre haut patronage, Monsieur le Président, le projet de Twin South est entré officiellement en République centrafricaine. La Chine voudrait ainsi, toujours aux côtés de la Centrafrique, dans l'esprit de construire une communauté de destin Chine-Centrafrique pour aider la RCA par les actions concrètes et pragmatiques. En cherchant à vulgariser la méthode Jeune-Cao pour la culture du champignon, les autorités centrafricaines veulent relancer l'agriculture sur une nouvelle voie. Ceci afin de leur permettre de contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire, la création d'emplois, tout en préservant l'équilibre écologique. Et puis, le gouvernement du Sri Lanka a décrété un nouveau couvre-feu dans la nuit de lundi à mardi, et ce, au lendemain d'une vague d'attentats suicides qui ont fait au moins 290 morts dans l'île d'Asie du Sud. Le Sri Lanka pensait ce lundi ses plaies au lendemain d'un sanglant dimanche de Pâques, au cours duquel des kamikazes ont tué plusieurs personnes et blessé 500 autres, suscitant une émotion mondiale. En quelques heures, des bombes ont semé mort et désolation dans des hôtels de luxe et églises, célébrant la messe de Pâques en plusieurs endroits de l'île d'Asie du Sud, qui n'avait pas connu un tel déchaînement de violence depuis la fin de la guerre civile il y a 10 ans. Suite à ces attentats, le Premier ministre a appelé les Sri Lankais à s'unir. Pendant ce temps, nous devons également examiner pourquoi des précautions adéquates n'ont pas été prises à cet égard. Mais nous devons d'abord et avant tout veiller à ce que le terrorisme ne vive pas au Sri Lanka. Nous ne pouvons le permettre et nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le terrorisme soit endigué et éradiqué dans ce pays. Par conséquent, la police et les forces armées prennent les mesures nécessaires. Et je le dois en cette occasion, en plus d'offrir ma douleur pour les personnes qui sont mortes. Nous obtiendrons toute l'aide possible du Sri Lanka et de l'extérieur pour contenir cette menace et l'éliminer. Ce que je voudrais demander à la population, c'est d'apporter tout soutien aux forces de sécurité et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de malentendus qui conduisent à d'autres incidents détournant l'attention des forces de sécurité de cette importante enquête. Ce que nous devrions faire, c'est maintenir notre unité en tant que Sri Lankais et nous assurer d'éliminer cette menace une fois pour toutes. Ce lundi, le porte-parole du gouvernement a annoncé qu'un mouvement islamiste local, le NTJ, est à l'origine de ces attaques suicides. Les autorités sri-lankaises enquêtent sur d'éventuels liens de l'organisation avec des groupes étrangers. Par ailleurs, le gouvernement du Sri Lanka a décrété un nouveau couvre-feu dans la nuit de lundi à mardi. Et pour limiter la fréquentation de la voie publique, le pays de 21 millions d'habitants a déclaré 2 jours fériés. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent lundi de Pâques à toutes et à tous.